Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous nous faire rafler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui à quelques jours du grand départ, du grand rendez-vous de l'été, le Tour de France qui s'élancera ce samedi de Bilbao au Pays Basque. Dans ce podcast, on va donc revenir de l'autre côté sur les favoris, un petit mot sur le parcours, même si on en avait déjà évoqué en octobre dernier, et les coureurs à suivre, les Français, un petit peu tout ce qu'on peut attendre de ce Tour de France 2023. Et pour évoquer tout ça, je vais laisser la parole à nos trois consultants du jour. Geoffrey pour commencer, salut Geoffrey. Salut Mathieu, salut à tous. Geoffrey qui était notre envoyé spécial au championnat de France à Cassel, merci beaucoup pour les petites interviews que tu avais pu nous faire. Magnifique semaine, on a eu plus de vrai cyclisme sur les pavés du Nord qu'on n'en aura pas en 3 semaines sur le Tour. Allez, le premier tacle est lancé, c'est bon. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut pas cracher sur le championnat de France de dimanche, et même samedi aussi, on avait eu des courses magnifiques, donc ça, c'était pas un problème. Si on peut en avoir ne serait-ce qu'une sur le Tour de France, ça serait incroyable. Il y aura plus de 20 coureurs qui vont finir, c'est pas une vraie course, c'est ça. C'est plus probable, en effet. On complète l'équipe avec Johan. Salut Johan. Salut Mathieu. J'ai mis mon t-shirt de ma course préférée, c'est dommage qu'il n'y ait pas l'image. Alors là, je vous fais la transcription, le t-shirt de la Vuelta. tu t'es mis dans le thème, hein, aujourd'hui. Bah, c'est thématique avec l'esprit du parcours. Hein. Ah voilà, c'est... Bon, et on va continuer les présentations avec Louis. Salut Louis. Salut Mathieu, bonjour à tous. Et Louis, toi de ton côté, t'as pas de petit pic à faire comme ça avant de commencer, après Geoffrey et Johan? J'ai envie de dire, à l'image du parcours, le meilleur pour la fin, j'enlève les Champs-Élysées, mais l'étape du Markstein sera la meilleure étape de ce tour, donc on garde le meilleur pour la fin. Merci, un peu de positif quand même, voilà. Voilà, puis pour compléter cette introduction, je vous dis, si vous avez également une présentation ultra complète du Tour de France, du parcours des équipes, etc., du règlement également sur le forum du groupe Eto. Merci à Friton qui avait réalisé cette présentation. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir, on vous mettra le lien bien évidemment. Voilà donc pour le programme complet de ce podcast présentation du Tour de France 2023. Attention au départ, chasse patate, c'est parti! Pour commencer, on va dire un petit mot du parcours, on va pas non plus rentrer vraiment dans le détail, parce que, comme je l'avais dit, on en a déjà parlé en octobre dernier, on avait dédié un podcast complet à l'analyse, à ce que vous pensiez un petit peu du parcours de ce Tour de France 2023, mais déjà là comme ça, en quelques mots, pour revenir dessus, ce parcours du Tour de France, qu'est-ce qui vous inspire? Bah, après, c'est un parcours qui est un peu dans tout ce qu'on critique à propos de ce que font Prud'homme et Gouvenou, c'est-à-dire que la longueur des étapes, c'est bien de dépasser 200 km aussi d'endurance. Le chrono, quel chrono? Il est où le chrono? Et l'empilement un petit peu d'arrivée en altitude, pas très inspiré. Donc après, il y a des belles choses, il y a des belles étapes, il y a des choses intéressantes, mais l'esprit est pas forcément extrêmement enthousiasmant, enfin, en tout cas pour moi. Alors c'est vrai que justement par rapport à la longueur des étapes, on a 2 étapes qui dépassent les 200 km. On a la deuxième étape de Saint-Sébastien qui fait 208 km et l'étape de Limoges, la 8e, qui fait 201 km. Et donc sur les 2 dernières semaines, ça dépasse, il y a une seule étape qui dépasse les 180 km. Voilà, c'est pour pour expliquer un petit peu, et puis aussi le contre-la-montre qui est le contre-la-montre entre Passy et Combloux qui franchira notamment la côte de Domancy, qui est le seul chrono de tout ce Tour de France. Donc entre guillemets, les rouleurs, passez votre chemin. Puis, c'est à force d'avoir des mecs de 20 ans qui aident les courses un petit peu partout, tu te retrouves à avoir un Tour de l'avenir qui fait 3 semaines sur le tracé. Non, déjà, il y a une harmonisation entre le cyclisme féminin et le cyclisme masculin. Tu fais les mêmes longueurs d'étape, tu fais le même nombre de kilomètres de chrono. Ouais, mais on voulait des courses féminines de 250 bornes, en fait. Pas l'inverse. Louis, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses du parcours?
Moi, un peu comme chaque année, il y a des étapes intéressantes, un parcours global sur lequel on peut apporter des critiques, comme ça a été fait par mes confrères. Et, euh, et moi, voilà, mon regret, évidemment, c'est de ne pas avoir au moins une ou deux longues étapes de montagne. Et malheureusement, c'est le reflet du cyclisme actuel et je trouve qu'on supprime des chances à des coureurs qui ont de bonnes qualités d'endurance. Là, le Vous premier pensez à nom qui me Valentin vient, Madouas? par exemple, même si c'est pas forcément le premier nom qui me vient à l'esprit, je pense par exemple à un mec comme Romain Bardet qui aime ce genre d'étape où c'est long et que ça se fait dans le final parce que les mecs sont usés. Voilà, il y a un moment donné où, ok, c'est bien d'avoir des étapes courtes, mais il faut équilibrer, il faut essayer de trouver un bon compromis entre étapes courtes et étapes longues. Voilà. Et c'est mon Même, bête- regret sur cette édition. même bêtement dans les favoris, un mec comme Pogacar, clairement, ça pourrait être intéressant de le mettre sur les étapes de 150 bornes, un peu plus, où il tire quelque chose de différent par rapport à Vingegaard. Tu veux poser les deux, ils étaient à peu près au courant que ça allait être les deux qui allaient jouer la course à Pogri cette année. Oui, Enfin, c'est-à-dire que enfin une étape vraiment plus longue qui joue sur l'endurance, ça permet de proposer une filière d'efforts différente et proposer un peu de diversité, de changement, de différence dans ce Tour de France par rapport à des étapes qui sont toutes entre 150 et 170 km en montagne. C'est un peu dans cet état d'esprit, on va dire. Après encore, c'est les distances ultra courtes. On comprend le tour. Christian Prudhomme et son équipe tracent le tour pour avoir un produit télévisuel. Donc les diffusions en intégralité des étapes courtes, ça permet d'avoir la prise d'antenne plus ou moins à la même heure tous les jours. Les courses de côte, c'est ce qui se vend bien pour la télé, c'est ce qui permet d'avoir des bonnes audiences pour le public de masse. Moi, le très gros problème que j'ai avec ce tour, c'est quoi? Je veux dire, si on rappelle Thierry Adam en commentaire, il vient de dire quoi? C'est le Tour de France, c'est le Tour de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, Ah, j'ai rien contre la région Auvergne-Rhône-Alpes, hein. Le problème n'est pas là, mais bon. disons qu'entre la 9e étape, Saint-Léonard-de-Noblat puis le Dôme, et entre la 19e étape, entre Moirans-en-Montagne et Poligny, je crois qu'on ne sort pas de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas passer tous les ans dans toutes les régions, et ça n'a jamais été le cas, mais là, enfin, quand même, quoi. Bon, pour quand même dire un peu de positif de ce parcours, hein, parce que tout n'est pas non plus tout noir, quelles seraient là où les étapes que vous attendez en particulier de ce parcours? Louis, tu avais évoqué notamment l'étape du Markstein. Ouais, mais après, je suis pas objectif parce que c'est chez moi. Donc bon, mais même si en vrai, le tracé est vraiment intéressant parce que ça sera la dernière étape de montagne ou avec un profil qui peut permettre de tenter son va-tout s'il y a un retard à combler, d'anticiper avec des équipiers que tu peux envoyer à l'avant dans le ballon d'Alsace. Je trouve que c'est une étape qui est vraiment bien tracée pour le coup, qui va permettre de découvrir ou de redécouvrir des cols qui sont pas forcément très bien exploités sur les derniers Tours de France. Voilà, dans les Vosges, bah, il y a eu la planche des Belleville qu'on a revue. Et revu. Remis une petite portion de gravier pour mettre du spectacle. Voilà, j'aime bien la planche, mais je comprends l'énervement de beaucoup de suiveurs, que ça soit redondant. Donc là, c'est bien, on va aller faire un petit ballon d'Alsace, un petit Platzer-Wasel, un petit ballon. C'est des cols qu'on voyait un peu moins et ça va être sympa. Et puis les routes sont vraiment dures et pas forcément belles. Il faudra également y penser pour les descentes. Ouais, la descente du petit ballon qui apparemment est toujours dégueulasse. Oui, je sais plus c'était dans quel col que Contador il est tombé en 2014. Je sais plus si c'est pas dans le Platzer Basel. Bah, c'est au pied, enfin, je crois que c'est dans le virage, la transition Ouais. entre les deux. Bon, bah voilà, Contador il a laissé un tibia en 2014, donc on verra. Ça peut aussi jouer là et on sait jamais également dans les Vosges la météo. Si tu te retrouves dans de la purée de poids, ça peut arriver au mois de juillet. Donc là-dessus, ça peut également jouer. Geoffrey, de ton côté, qu'est-ce que tu retiendrais en positif de ce parcours au niveau Alors, des étapes? je viens pas des Vosges, mais l'étape du Markstein me donne envie aussi, malgré la distance quand même. Je veux dire, 133 bornes. Mais bon, le tracé est intéressant. On a de quoi avoir de la course qui pète à plein d'endroits différents. On a de la montagne qui se termine pas par une arrivée en altitude. Et rien que ça, c'est intéressant.
Et pas non plus juste descente et on arrive au bas de la descente. Je veux dire, il y a de quoi avoir quelque chose de très intéressant dans cette étape. Il y a des étapes de transition qui me donnent énormément hâte, comme l'étape du Beaujolais, ou peut-être que ça sera juste pour les baroudeurs, mais ça me donne très envie ce genre d'étape de transition où beaucoup de choses peuvent arriver. Et sur le forum, par rapport au choix qu'on avait pour 3 étapes, j'ai mis comme troisième étape que j'attends l'étape entre Pau et la Reims. Parce qu'une étape avec des cols difficiles dès la première semaine et très tôt dans le tour, c'est quelque chose que j'attends depuis longtemps. Ouais, c'est même dès la 5e étape, hein, ça va enchaîner vite, il y aura eu que un seul sprint avant, que deux sprints avant. Et voilà quoi, le soudé, bon, c'est pas non plus le versant le plus compliqué du soudé, mais voilà, le soudé, Marie Blanc, enfin, je suis un peu plus vieux que vous là dans le podcast, mais l'enchaînement du Soudé et de Marie Blanc en 2006, je me disais quand j'ai vu le parcours, mais pourquoi ils font la route jusqu'à Pau? Pourquoi ils s'arrêtent pas avant? Parce qu'ils enchaînaient déjà ces 2 cols-là. Et du coup, c'était tellement sûr qu'il allait rien se passer comme première étape de montagne avec cet enchaînement. Bah Et si, là, ça a du permis à coup, Cyril Dessel de prendre le maillot jaune, excuse-moi, mais... ouais, bah, ça a aussi permis d'avoir une victoire de Juan Miguel Mercado. Bon, ok, Agritubel est content d'avoir eu sa victoire d'étape sur le Tour de France, mais c'était pas la plus grande journée cycliste ce mais c'est jour-là. c'est vrai que justement, cette étape de la Reims, alors c'est assez similaire à l'étape qu'on avait eue en 2020 aussi. Oui, mais là, ça arrive en Oui, c'est beaucoup milieu de plus tôt. première semaine. Bah, c'est la première étape de montagne. C'est ça. Et de la montagne aussitôt, c'est quelque chose dont je suis très curieux. Bon, le problème, c'est qu'après, l'équipe d'ASO peut pas s'empêcher de mettre un petit peu de montagne partout pendant 3 semaines, alors que je trouve sportivement, ça pourrait être très intéressant d'avoir de la montagne très tôt et très tard, d'avoir un long temps avec des étapes pièges de transition en cours de route. Mais bon, ça, après, c'est un autre débat. C'est Mathieu que je suis pas fan de la surdose de montagne sur 3 semaines. Donc tu apprécies évidemment le t-shirt de Johan de la Volta, évidemment. Johan, Avec l'ancien logo de la Vuelta. ah oui, en plus c'est vraiment old school. Johan, de ton côté, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur des étapes qui ressortiraient un petit peu du lot? Le Beaujolais, moi j'approuve, hein, parce que c'est la maison. Hein. En vrai, l'étape du Beaujolais est soft. Enfin, il y a l'enchaînement des 3 cols à la fin, mais ils ont bref, fait un beaucoup plus dur. Ils n'ont pas été trop chercher des trucs trop durs. Mais le col du Rosier à la fin, c'est quand même une belle vacherie. Il y a quand même des bonnes rampes à 10-15% au pied. Si tu veux t'amuser en briller dedans, tu peux vraiment faire péter très très fort un peloton. Et sinon, oui, je suis d'accord, il y a des étapes de transition qui sont intéressantes. Et au moins, il y a des étapes où tu as quand même des enchaînements de cols. Et à la limite, moi, une étape qui me rend curieux, c'est Limoges, le samedi de la première semaine. Parce que ce sera fin de première semaine, les coureurs seront fatigués. Ça aurait déjà eu pas mal d'occasions pour les sprinteurs. Et je sais pas si, potentiellement, si l'étape, il peut y avoir un truc inattendu qui se passe, pour moi, ça serait là. Et pour finir sur le parcours rapidement, si on devait désigner une étape qui serait l'étape reine de ce Tour de France, ça serait laquelle? Moulin? Ouais, je t'ai demandé Non, l'étape reine, pas l'étape inversement reine. sinon, un truc quand même par rapport au tour qui peut être signalé, c'est que peu importe l'étape qui va être tracée et comment elle va être tracée, il y a toujours cette hype qui arrive par rapport au tour. Hein, pour l'évoquer avec nos auditeurs, on a un sondage donc sur le topic du Tour de France sur le forum. Et Mathieu, tu t'as pas pu t'empêcher de voter pour l'étape de Bordeaux parce que c'est l'étape de la maison. Bah, c'est un peu ce que Et disait Louis, c'est ce que disait Johan, c'est au final un peu même de ce que disait Christian Prudhomme, c'est le plus beau Tour de France, c'est celui qui passe à la maison. ouais, mais tu vois, moi je suis pas du tout du Beaujolais ou des Vosges et j'ai voté pour l'étape de Belleville et l'étape du Markstein. Donc, Oui, non, bien sûr. Mais d'une certaine manière, c'est-à-dire que chacun peut y trouver un peu son compte. Hein. c'est ça, il y a ce truc, c'est indépendamment du tracé, on est tous contents d'avoir le tour qui passe près de chez soi et voilà quoi, la France métropolitaine, il y a une douzaine de régions, il n'y en a pas que 2. Bon, c'est vrai que là, cette année, c'est assez concentré sur 2 régions. Je crois que c'était sur 16 ou 17 étapes en Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. Ce qui est légèrement excessif
d'autant plus que ce sont des régions qui accueillent le Tour tous les ans. Maintenant, c'est tout à fait naturel que ce soit des régions qui accueillent le Tour tous les ans, je dis pas le contraire. Oui, non, là, c'est sûr qu'Auvergne-Rhône-Alpes, on va pas se plaindre qu'ils accueillent le Tour de France tous les ans. Ça, c'est par rapport aux lieux qu'ils ont dans leur région, en tout cas côté alpin. Bon, voilà donc pour le côté parcours. On va pas non plus digresser pendant trop longtemps là-dessus. On vous mettra le lien. Vous avez le podcast qu'on avait fait en octobre dernier pour évoquer le parcours plus en détail si vous en avez envie. À présent, je vous propose bien évidemment de se pencher sur les favoris de ce Tour de France. Alors évidemment, logiquement, on a quand même deux noms qui se dégagent du lot assez largement. C'est les deux derniers vainqueurs, les coureurs qui ont fait podium sur ces deux, qui ont fait 1 et 2 sur ces deux dernières éditions, à savoir Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. Alors, déjà pour commencer, je vais vous demander, messieurs, qui est-ce que vous voyez comme vainqueur de ce Tour de France entre les deux, et après ensuite, on regardera un peu les arguments que vous avez à mettre en valeur. Johan, pour commencer, Vingegaard ou Pogačar? Vingegaard. Louis? Si je devais donner un nom, Jonas Vingegaard. Bon, ça fait 2-0 pour Vingegaard. Geoffrey? Tadej Pogačar. Voilà, on est équilibré un petit peu et on n'est pas déséquilibré. Bon, du coup, qui veut commencer? Johan, Louis sur Jonas Vingegaard, qui est donc justement le vainqueur sortant de ce Tour de France. C'est un très bon argument, le fait qu'il soit vainqueur sortant et que sur la dernière confrontation, c'est lui qui l'a emporté et qui a même dominé Pogačar de manière générale en montagne. Là, on va avoir un Tour de France qui est très axé sur la montagne, qui est très axé sur des grosses ascensions assez décisives, je sais pas, le Puy-de-Dôme, le Col de Haloz, ce genre de choses où on peut se dire que Vingegaard, ça reste sur le papier le meilleur grimpeur des deux. Son équipe autour, elle est très très forte, donc tu vois, t'as du mal à voir l'équipe être prise en défaut. Donc si ça se joue à la pédale de manière assez directe, tu te dis que Vingegaard continuera à être le vainqueur dans cette confrontation. Surtout avec Pogačar qui en plus a été blessé, machin, qui est revenu, même s'il a l'air très fort au vu de ce qu'il a fait sur ses championnats, mais a priori, moi je pars plutôt sur Vingegaard, sur une confrontation directe à la régulière, on va dire. Justement, la dernière confrontation directe qu'on a eue entre les deux, c'était Paris-Nice, où pour le coup, Tadej Pogačar s'était montré le plus fort et il avait mis Jonas Vingegaard en difficulté. Oui, mais du coup, tu veux dire que David Gaudu est un prétendant à victoire sur le Tour de France? C'est pas le même Vingegaard que ce qu'on a eu en juillet, et c'est pas le même Vingegaard qu'on a eu au Dauphiné, qui met une misère à tout le monde. Sur Paris-Nice, c'était pas la même. Louis, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Là déjà on évoquait justement la partie passif entre Vingegaard et Pogačar. Sur les dernières confrontations, Jonas Vingegaard, pour toi, a l'ascendant psychologique un petit peu, on peut le dire? Je sais pas s'il y a vraiment un ascendant psychologique d'un côté comme de l'autre. Paris-Nice, il y a eu ce qui s'est passé, c'était un autre bloc de course, c'était en début de saison. On peut pas dire que ça va pas compter, parce que finalement Pogačar a bien pris l'ascendant sur Vingegaard. Maintenant, ce que j'aimerais ajouter, c'est que pour moi, Pogačar en a fait beaucoup en première partie de saison. Alors vous allez regarder peut-être le nombre de jours de course, il en a peut-être quasiment autant que Vingegaard, mais je pense qu'il n'a pas mis le même intensité d'effort et de charge d'entraînement en première partie de saison, et je pense que ça peut lui coûter dans l'approche du Tour. Enfin, selon moi, tu vois, Vingegaard, il a fait sa première partie de saison un peu plus en dedans, il a quand même gagné des courses, mais voilà, on a vu notamment sur Paris-Nice où il y avait quand même une grosse différence de niveau entre les deux. Et pour moi, Vingegaard, il va peut-être arriver sur le Tour avec une plus grande fraîcheur. Et s'il y a un Pogačar qui est peut-être meilleur intrinsèquement, moi je le vois Pogačar très très bon en première semaine, mais petit à petit, Vingegaard rétablir, on va dire, le petit gap de niveau et plus fort en troisième semaine, là où le Tour de France va jouer. Enfin, selon moi, c'est en troisième semaine que Vingegaard va aller chercher son Tour de France. Après, je peux me tromper, on verra, hein, mais Oui, selon moi, Pogačar en a fait beaucoup trop en début de saison. Tu rajoutes à ça la blessure qui n'était pas idéale dans une préparation. Alors, il sera à un super niveau, et comme je le dis, voilà, moi je le vois très très fort au Pays Basque et en première semaine dans les Pyrénées, mais sur les 3 semaines, je vois Vingegaard au-dessus. Bah déjà, tu te trompes sur le nombre de jours de course parce que Vingegaard en a plus que Pogačar. Voilà, non mais voilà. Alors, pour la précision, justement, Jonas Vingegaard est à 25 jours de course avant le départ du Tour de France et Tadej Pogačar est à 21. Après, il faut aussi nuancer par le fait que Vingegaard a fait le Dauphiné avant le Tour, alors que Pogačar n'a pu faire que ses championnats nationaux.
Oui, et puis, mais Vingegaard est venu sur Paris-Nice, mais est-ce qu'il avait autant l'obsession de gagner Paris-Nice que l'avait Pogacar, et est-ce qu'il y a mis autant de cœur à aller chercher Paris-Nice? Franchement, je suis pas sûr. Pour moi, il a juste fait un petit bloc de course histoire de monter en pression petit à petit dans la saison. Ce que c'est quand même un premier objectif, parce que tu vas pas sur Paris-Nice pour prendre des vacances. Mais pour moi, sur la longueur de la saison, je pense que Vingegaard arrivera avec plus de fraîcheur que Pogacar. Juste pour la forme, hein, les dernières courses que Vingegaard a fait, soit il les a gagnées, soit c'est un Slovène qui les a gagnées. Oui, parce que c'était le Paris-Nice remporté par Pogacar, le Tour de Croatie, c'est Matej Mohoric. Et la Lombardie l'année dernière. Pogacar à nouveau. Mais il y a quand même un truc, alors tu parles de Jonas Vingegaard qui était un ton en dessous sur Paris-Nice. Moi, j'ai envie de dire, depuis quand on n'a pas vu Tadej Pogacar sur une course sans être à son top pour les périodes avant Tour de France, qu'on sait que en août en général, notamment sur la Bretagne classique, il peut avoir un peu de mal, il l'a montré, mais sur les courses qu'il y a avant le Tour de France, en général, à chaque fois, il est là pour gagner, quoi. Il a 100%. Regarde, l'année dernière, je pense que ça lui a beaucoup coûté dans l'optique du Tour, où il a fait, quand même, l'année dernière, il fait une grosse partie de saison avec Tirreno, Strade Bianche, Tour des Flandres, Flèche Wallonne, et il arrive sur le Tour, il a fait des différences en première semaine, mais derrière, l'étape du Granon, ok, il y a un problème de gestion de l'effort sur la journée, mais par exemple, dans la dernière semaine du Tour de France l'année dernière, il n'arrivait pas à battre Vingegaard. Et je pense que c'est en partie dû à une première partie de saison qui était peut-être un peu trop lourde, où il a mis trop de cœur à aller chercher des très belles courses en première partie de saison. Là, cette année, voilà, il fait le festival à la Flèche Wallonne, il y a le Ronde 2, évidemment, il y a l'Amstel, mais je pense que ça lui coûtera de faire des grosses parties de saison comme ça, on verra. Mais... Et justement, sur Anvers, est-ce que sa blessure sur le Liège-Bastogne-Liège, c'est pas un peu un mal pour un bien de lui avoir forcé à faire une coupure un peu plus importante que prévu? Je sais pas, de toute façon, je pense qu'il avait prévu de couper après Liège. Donc, oui, ça bien sûr. Ça change pas grand-chose en soi. Mais du coup, il arrive probablement encore un peu plus frais que s'il avait pas eu sa blessure sur Liège. Ouais, enfin, je sais pas. Comme je te dis, il avait prévu de couper, donc au final, l'entraînement était le même. Donc il y a juste peut-être le fait qu'il y ait la blessure, il a pris peut-être un peu plus de repos, c'est vrai. On verra, mais... Comme il a été blessé, il n'a pas fait le Tour de Slovénie. Niveau fatigue avant le Tour, l'année dernière sur le Tour de Slovénie, on va rappeler qu'il a gagné une étape, enfin qu'il se disputait l'étape au Shifumi. Donc en termes d'intensité physique, on n'était pas là-dessus non plus. La saison des classiques qu'il avait fait l'année dernière, elle était était plus légère presque que cette année. Donc l'un dans l'autre, les deux se compensent. Il revient bien en forme. Bon, après les championnats de Slovénie, ça vaut ce que ça vaut. Mais il y a quand même des mecs comme Mohoric ou autres face à lui, donc on pouvait se dire que peut-être qu'il y aurait eu un match. Bon, sur le contre-la-montre, il n'y a pas eu match. 5 minutes d'avance sur un chrono en montée, là, c'était assez logique. Il y avait personne face à lui. C'est comme si on regarde le chrono du championnat du Luxembourg. Forcément, tu as 12 minutes d'avance pour le premier sur le deuxième, mais c'est pas du tout la même catégorie de coureurs. Et je veux absolument pas ici cracher sur les équipes Adria Mobile ou le cycling team de Cragne, mais enfin voilà quoi, c'est pas du tout ou toute autre équipe slovène que j'aurais oublié entre les deux. Mais enfin, à partir du moment où il s'aligne sur les courses, c'est presque logique qu'il fasse le doublé. Après, l'avantage, c'est qu'il court chez UAE, donc qu'il soit champion national ou pas, on verra pas la différence sur le Tour. Oui, puis il aura assez vite le maillot blanc, à minima. Ouais, de toute façon, il y aura ça. Mais je pense pas que sur cette préparation, sur le début de saison, il soit cramé. Au contraire, presque la blessure, ça fait qu'il aura peut-être été un peu plus tranquille sur les stages. Et je pense que ça pourra lui être utile sur la 3e semaine, parce qu'il pourrait avoir un peu plus de fraîcheur. Mais je pense qu'on a de quoi avoir justement un vrai beau match entre les deux. Et une chose qui pourra changer par rapport à l'année dernière, l'équipe Jumbo-Visma est toujours très forte. L'équipe UAE Team Emirates est au niveau cette année. Oui, c'est justement un élément, parce que si on regarde cette année chez UAE, on a autour de Tadej Pogacar, on a notamment Marc Soler, Rafa Omaika, et surtout Adam Yates. Adam Yates, qui était dans le top 10 du Tour de France l'année dernière.
Il y a ça en montagne et tu rajoutes Michael Bjerg, Matteo Trentin pour tous les autres terrains. Enfin, voilà, quoi. C'est vraiment une belle équipe. Et on complète avec Vegard Stecklengen et Félix Großschartner pour l'équipe UAE. Alors que du côté de Jumbo, ça a pas trop changé. Par rapport à l'année dernière, on a toujours Van Aert, Benoît, Kuss. On n'a plus Primož Roglic par contre. À la place, entre guillemets, on a Wilco Kelderman et on a aussi Dylan Van Baarle comme nouveau coureur pour cette année. Et puis, j'oublie pas non plus Christophe Laporte pour compléter le 8 de Jumbo-Visma. Justement, par rapport aux équipes, aux équipiers de Vingegaard, de Pogačar, ça va être du 50-50 un petit peu entre les deux? Non, c'est Jumbo, chez Jumbo, t'as quand même tout qui est quand même un calibre au-dessus, quoi. Déjà, t'as Wout van Aert. Pour Wout van Aert, comme seul équipier pour toute la course, ça suffit. Donc, après, face à ça, tu te retrouves avec des Sepp Kuss ou, je trouve que c'est quand même un calibre au-dessus. Bajka est très bien, mais Bajka vieillit. Adam Yates, oui, effectivement, il peut servir comme équipier, mais c'est pas un coureur qui sait vraiment faire ça. C'est quand même plus un leader. Enfin, Adam Yates, c'est le mec qui est toujours en queue de peloton, 180e position quand t'es à 2 km du pied d'un col. Enfin, c'est un équipier. Marc Soler, c'est un très bon équipier. Bajka, c'est un très bon équipier, mais c'est pas le même calibre qu'un Kelderman ou qu'un Kuss en montagne non plus. Peut-être qu'on va se retrouver dans la même situation que l'année dernière, où il va y avoir une étape où eux va être super forte, comme avec McNulty, et qu'on va pouvoir isoler Vingegaard, mais c'est quand même pas forcément. Enfin, Jumbo part quand même avec des plus gros arguments, je trouve, que UAE. Louis, qu'est-ce que tu penses de la façon dont on peut jauger les effectifs de Jumbo et de UAE en comparaison? En vrai, mais je suis plutôt d'accord avec le constat que, on va dire, l'écart s'est resserré en termes de niveau global. Maintenant, ouais, les Jumbo restent à mon avis quand même au-dessus et je pense mieux préparer leur affaire que UAE. Mais je crois que on en avait déjà parlé. C'était peut-être bien avant le Dauphiné ou juste après le Dauphiné par rapport au rôle d'Adam Yates en termes de lieutenant en montagne où le mec, il a, je pense, un niveau quasiment similaire à celui qu'aura Sepp Kuss et ça sera vraiment intéressant de voir la guerre d'équipe en plus du duel entre les deux qui s'annonce. Et j'aimerais rajouter qu'on part beaucoup sur un duel de Vingegaard-Pogačar. Il faudra pas oublier de rappeler que le Tour de France, ça reste 21 étapes où il peut se passer énormément de choses et que, évidemment, on fait des hypothèses sur ce duel et que ça se trouve, il se passera tout l'inverse parce qu'il se passera autre chose. Et ça, faut pas l'oublier, mais je pense qu'on le rappellera encore tout au long du podcast. Oui, non, ça bien sûr, hein, le tour a pas commencé, mais il est encore long. Exactement. Voilà, ça c'est dit. Mais oui, voilà, il peut se passer beaucoup de choses. Là, disons, en fait, je vous oriente un peu sur un duel Vingegaard-Pogačar parce que, à moins qu'il y ait un problème, une chute, problème quelconque, sur le papier, c'est les deux qui se dégagent et on se dirige sur le papier sur un duel entre ces deux-là. Après oui, en effet, il faut pas non plus oublier les autres coureurs qui vont influencer la course aussi à leur manière. Forcément, ils vont pas courir à deux équipes le Tour de France, hein, ça c'est sûr. Il y en a 20 autres. Justement, pour finir concernant Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar, sur là où peut se jouer le Tour de France entre les deux, vous m'avez beaucoup parlé de la dernière semaine. Pour vous, c'est vraiment la clé. Il va falloir attendre le plus possible pour voir ce que la hiérarchie finale qui se dégagera vraiment sur la dernière semaine. Ce sont deux coureurs qui ont déjà gagné le Tour de France, donc c'est pas des coureurs qui vont nécessairement jouer leur va-tout très tôt, prendre énormément de risques. Ils savent comment on peut gagner le Tour, comment le Tour peut se renverser. Les deux ont gagné le Tour avec des renversements de situation, pas au même moment dans la course, mais les derniers tours ont montré que beaucoup de choses pouvaient se passer. Le tracé incite pas nécessairement à énormément de prise de risque de toute façon très tôt. Dans l'absolu, on pourrait se dire qu'une montée comme le Grand Colombier aurait de quoi fournir un gros spectacle. Les précédents passages du Grand Colombier, encore plus avec une arrivée comme ça, ont tendance à témoigner que non. D'ailleurs, Pogačar qui est le dernier, qui est le seul d'ailleurs à avoir gagné au sommet du Grand Colombier sur le Tour de France. Hein. Ouais, une étape du Grand Colombier qu'on a tous envie d'oublier plus qu'autre chose. Hein. Christian Prudhomme le premier, il attend toujours son étape où le Grand Colombier va mettre
un beau spectacle. Malheureusement, ça compte aussi sur l'agencement du tracé des étapes. Bah, Et 2012, il y avait un beau spectacle au Colombie. ouais, mais pas spécialement pour le général ou juste Et pour ça. Mais ouais, 2012. Mais moi, je fais partie de ceux qui défendent le Tour 2012 comme étant un des meilleurs Tours de France du dernier quart de siècle. Le Tour de France 2012 est énormément sous-coté dans l'image qu'il en reste. Mais on a eu des étapes absolument exceptionnelles cette année-là. Oui, le Tour 2012 qui a souvent été décrié. Bon, je sais qu'il y a déjà les supporters de Thibaut Pinot qui vont dire ah bah si, le Tour 2012, c'est la première victoire de Thibaut Pinot pour rentrer le top 10. Mais Bon. merde, va citer un Tour de France où il y a Cadel Evans qui attaque à 80 bornes de l'arrivée, une étape où il y a Alejandro Valverde qui attaque dans le deuxième col du jour dans les Pyrénées. Ah oui, non Cette mais phrase-là, j'ai envie d'aller tester mon taux d'alcoolémie pour voir si je raconte pas une connerie quand je la dis. Et pourtant, ah, si, c'est ce qui s'est passé dans le col de Monté cette année-là. Et oui, c'était ressorti dans le col de Monté. Il s'en était passé les choses. Bon, pour revenir à ce Tour 2023, Johan, pour finir entre Vingegaard et Pogacar, c'est la dernière semaine vraiment qui va tout déterminer et ça risque d'être encore serré quand on sera à la deuxième journée de repos. je sais pas si ça va être encore serré quand on sera deuxième journée de repos. Je pense que il y aura déjà eu des montées décisives, enfin des montées propices à faire en tout cas mettre une hiérarchie entre les deux à ce moment-là. Et je pense que la question c'est plus que est-ce que Vingegaard est derrière Pogacar si Vingegaard est derrière Pogacar, je pense qu'il va juste se contenter d'essayer de le battre dans l'école. Si Pogacar est derrière Vingegaard, je pense que ça peut être plus décisif pour la troisième semaine dans le sens où il va se mettre, il peut attaquer à des moments un peu folkloriques. Comme on l'a vu l'an dernier. Et je pense que du coup, par contre, Pogacar va s'amuser va essayer de faire une première semaine plus soft que ce qu'il a fait l'année dernière où après on l'a décrié sur le fait qu'il faisait beaucoup d'efforts pour aller prendre des bonifs, pour faire des sprints en décote, pas forcément des choses qui sont nécessaires si vraiment tu peux gagner le tour, quoi. Peut-être qu'on va le voir plus à économie justement sur la première semaine et que du coup ça va plus se lâcher sur la fin, quoi. Et puis par rapport à ça, il y a aussi l'étape dans la dernière semaine avec le col de la Loze qui va potentiellement faire de gros écarts. Et plus que les écarts à la fin de la deuxième semaine, c'est après l'étape de la Loze, quelle va être la hiérarchie à ce moment-là. Ça va jouer énormément sur le potentiel spectacle qu'on aura dans l'étape du Markstein. Oui, et puis l'étape de Courchevel qui passe par le col de la Loze, ça sera quand même la dernière étape des Alpes, donc ça va concentrer beaucoup l'attention de beaucoup de monde. Ça sera donc juste après le contre-la-montre de la côte de Domancy entre Passy et Combloux. Donc un final dans les Alpes, on va dire explosif en tout cas, dans un ensemble des Alpes très dense. C'est tellement adéquat quand tu parles du contre-la-montre de la côte de Domancy. Malheureusement. Ça respire beaucoup de logique en effet, mais bon, c'est ainsi. Alors tout à l'heure, Louis disait, oui, alors, on parle de Pogacar, Vingegaard, mais il peut se passer beaucoup de choses. Déjà, est-ce qu'il y a peut-être au moins un autre coureur qui peut se mêler à la lutte entre deux, ou c'est vraiment, ils sont tellement forts, il y a un écart trop important entre eux et le reste des grimpeurs? Il y a des très très beaux coureurs de courses de 3 semaines, un Gindler, un Carapaz, des coureurs qui logiquement sont capables de gagner des grands tours. Et sauf que logiquement, il y a quand même une différence assez grande de niveau par rapport à Vingegaard et Pogacar. C'est ça, ouais. Il y a potentiellement un super match pour la 3e place. Donc ça veut dire que la lutte donc ça veut dire que les 2 premières places, sauf abandon, sauf chute, sont déjà acquises pour Vingegaard et Pogacar? Je pense maintenant à voir ce que vont faire les autres équipes. Est-ce qu'un Jai Hindley va prendre des risques pour aller plus loin qu'une première vraie place d'honneur sur le tour? Est-ce qu'un Richard Carapaz qui a déjà fait podium va y aller à qui tout double ou pas? Est-ce qu'une équipe Ineos Grenadiers qui a priori semble pas être là pour la gagne va jouer quelque chose collectivement ou pas? Ineos, ils ont dit qu'ils avaient testé Pidcock un peu pour voir ce que ça donne. Je sais pas s'il faut entendre grand-chose. Ouais, non, mais Pidcock, il va faire ses échappées, il va peut-être aller gagner une belle étape, à la limite le maillot à poids, des descentes spectaculaires, mais... Dans leur esprit, Ineos, ils voient tout le monde se barrer. Ils disent, attends,
Pitcock, on va garder Pitcock, on va voir s'il peut peut-être un jour jouer le général. Et du coup, je sais pas s'ils vont l'envoyer beaucoup dans les échappées, tout ça. Mais... Puis si t'ajoutes côté français, Bardet, Godu, allez, venez faire 4e et 6e, les gars, ça sera sympa. Louis, est-ce que tu rejoins Geoffrey Johan sur le fait que ça serait compliqué d'imaginer un autre coureur que Pogacar et Vingegaard sur les 2 premières places? C'est compliqué, a priori non. Après, si on regarde ce qui s'est passé ces derniers mois, il y en a un seul qui est venu un peu les titiller sur une vraie course par étape au World Tour, c'était David Gaudu sur Paris-Nice. Alors je disais tout à l'heure que Paris-Nice, ça comptait presque pas, tu vois, dans l'optique du Tour. Ah, ben Mais maintenant ça finalement, compte. mais non, mais voilà, c'est juste pour dire qu'il y a eu des faits, mais il faut quand même les prendre avec les pincettes et pas se dire, bah, c'est bon, Gaudu, qu'il a titillé Pogacar et Vingegaard sur Paris-Nice, il va le faire sur le Tour. Non, dans les faits, ça se passe, c'est pas comme ça. Maintenant, on a vu que Gaudu était capable de rivaliser à un moment donné dans la saison avec Pogacar et Vingegaard. On ne sait pas trop la préparation côté groupement FDJ, ça reste un peu une petite incertitude où l'équipe était en méforme sur le Dauphiné, qui était bon, peut-être plus ou moins prévu. Mais par contre, derrière, on a vu qu'Amadouas était arrivé très en forme au championnat de France. Godu, ça allait quand même plutôt bien. Donc franchement, tu peux te dire, bah écoute, il y a une préparation qui est mise en place. On ne sait pas ce qui peut se passer, quel va être le niveau de Godu. Et pour moi, s'il y a bien un mec qui pourrait tout tenter dans la dernière semaine pour aller chercher un podium, c'est Godu, parce qu'il a fait 4e l'an dernier. Il va se dire, bah, j'ai fait 4e l'an dernier, qu'est-ce que tu veux que je... Au pire, je perds et je fais 8e. Enfin, c'est bien le genre de mec qui serait capable de prendre des risques en dernière semaine pour aller chercher son objectif de podium. Après, on verra, hein. Comme il y a beaucoup de prétendants qui sont capables d'aller chercher cette 3e place. On citait notamment tout à l'heure Hindley, Ineos, ça reste une petite énigme. Des mecs comme Bardet qui ont déjà fait podium, même s'il est sur la pente descendante. Il y a quand même pas mal de coureurs et comme on le disait, il y a une belle lutte pour une potentielle 3e place qui peut s'installer. À Godu, j'aimerais y croire, mais est-ce que sur le Tour de France, il a déjà fait autre chose que de l'effort curseur? Enfin, je sais bien, hein, mais Après, il y a peut-être un côté où aussi, justement, David Gaudu, il disait qu'il faisait beaucoup un peu cet effort curseur, hein, pour reprendre l'expression de Pro Cycling Manager, parce qu'il avait pas confiance en lui, il avait pas confiance, il avait toujours peur de péter, d'exploser, et peut-être que Paris-Nice, en mars, cette année, ça a pu lui donner un peu cette confiance-là, de se dire... bah en fait, oui, moi aussi, peut-être que parfois je peux arriver à suivre Pogacar, Vingegaard sans exploser complètement. Alors certes, Enfin, c'est un contexte différent, certes, mais mentalement, ça lui a peut-être apporté quelque chose de positif. s'il avait à faire un bilan sur une course d'une semaine, il aurait pu le faire l'année dernière après le Tour du Pays Basque. S'il fait un bilan définitif après une course d'une semaine, il peut se retrouver à nouveau à être en doute après le critérium du Dauphiné où il était complètement absent pendant toute la semaine. Donc bon, Oui, mais je pense. c'est pas vraiment faire le bilan sur ce moment-là, je fais le plateforme ou pas, potentiellement j'ai les jambes pour. Et puis si on reprend Paris-Nice, il y a eu un côté où justement il attaquait avant, enfin sans attendre que Pogacar, Vingegaard bouge, on le voyait attaquer un petit peu quand même. Ce qui est fait un peu sur le Tour aussi l'année dernière, je crois, dans l'école des Pyrénées, je sais plus, l'étape qui va vers Foix, un col où il attaque. Hein. Et donc du coup, Johan, pour toi aussi, comme Louis, ça serait David Gaudu ton favori un peu pour la 3e place? Moi, c'est plutôt Jane Millet, mon favori pour la 3e place, qui a fait une très belle saison, qui a fait un beau Dauphiné, qui est arrivé sur le Tour très en forme, qui tient très bien les 3 semaines, qui est toujours très fort en 3e semaine, qui a une équipe qui pourrait parfaitement l'encadrer. Moi, c'est plutôt lui que je vois arriver de manière naturelle à la 3e place. Jay Hindley, ça sera il fait partie des coureurs qui vont découvrir le Tour de France, hein, mais on a vu que ces dernières années, il y a eu déjà plusieurs coureurs qui sont rentrés dans le top 10, le top 5, le podium, voire gagné dès leur première participation. Donc bon, ça montre qu'il n'y a plus forcément besoin d'avoir déjà une expérience pour bien réussir. Mine de rien, Jay Hindley, il a une équipe qui est franchement intéressante autour de lui. Un mec comme Bourkman, je crois qu'il a déjà fait top 5 sur le Tour en 2019, si je me trompe pas. Bon, on sait pas trop le niveau qu'il a actuellement, mais des mecs comme Conrad Jungels, si ça arrive à être plutôt performant en montagne, franchement, ça peut être intéressant pour l'entourer. Et sur le plat, il peut quand même compter sur un Nils Pollitt qui sera peut-être là, ok, pour bosser autour de Meus pour les sprints. Mais franchement, l'équipe Bora, sous le papier, elle est quand même pas dégueu, hein. Geoffrey, de ton côté pour compléter, donc on a David Gaudu, on a Jay Hindley.
pour finir comme ça sur la lutte pour le podium, pour la 3e place, puisque vous mettez Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar vraiment un cran au-dessus de leurs adversaires. Qui serait pour toi le coureur qui viendrait monter sur la 3e marche du podium à Paris? Romain Bardet. Pourquoi Romain Bardet en particulier? Parce que je me suis tellement foutu de lui pendant 15 ans qu'au bout d'un moment, il faudrait quand même que je me rachète, ne serait-ce que par honnêteté intellectuelle. Après, quitte à rééquilibrer un petit peu les doses, j'ai envie de dire que on est en train de voter pour une place d'honneur, donc Romain Bardet, c'est le candidat parfait. Non, il semble avoir opté pour vraiment un objectif sur le Tour. Il a fait des bons trucs tout en restant relativement discret. Il est sur une bonne préparation. L'impasse sur le championnat de France, ça peut être une bonne chose parce que ils vont mettre quand même quelques jours à récupérer les mecs qui ont fait le championnat de France jusqu'au bout, vu la journée que c'était. Sauf Madouas, qui pour lui, à mon avis, c'était juste une petite sortie d'entraînement. Ça faisait que 225 bornes. C'était pas assez long. 5h30, c'est léger. Ouais, c'est tranquille. Non, je pense qu'il pourra aller chercher quelque chose en courant, un peu à léger 2 r, mais sans être limité par un Julien Jourdi dans les oreillettes qui lui demande de ralentir dès qu'il est en train d'accélérer. Ah là, il a pas Michael Charel avec lui. Là, il y a quelques étapes qui peuvent lui permettre de faire des choses. Je pense notamment à l'étape de la Reims, à l'étape de... Merde, j'ai plus le nom après le Tourmalet. De Cauterets. C'est clairement des étapes où il peut faire des choses parce que c'est des finaux d'étapes où il a déjà fait des choses et clairement il n'est pas là pour la gagne parce qu'il est dans une catégorie en dessous des autres, mais je serais tellement déçu de le voir juste finir 6e en accrochant les roues du début à la fin. Il a déjà fait des tours où il a visé d'autres objectifs si jamais il n'était pas dans le coup pour la gagne. Et c'est typiquement un coureur que je vois bien enfin y aller au panache, enfin prendre des risques assez tôt et y aller à qui tout double dès les Pyrénées. En tout cas, on l'avait vu sur le Tour de Suisse, il a passé beaucoup de temps à attaquer, alors ça n'avait pas été récompensé, mais on l'avait vu à l'attaque sur le Tour de Suisse en tout cas. Ben c'est ça donne un peu le côté, sans que ça soit connoté négatif ce que je vais dire, qui s'en fout du résultat, mais il cherche à gagner. Enfin, il s'en fout. Il cherche à aller chercher des choses. Ouais, de pas chercher à assurer avant tout et de miser pour la gagne. Voilà quoi, l'équipe DSM, elle n'est pas spécialement dans l'optique d'une course au point parce qu'ils ont suffisamment de points de toute façon pour être tranquille pour le point UCI. Financièrement, c'est pas l'équipe qui est le plus à craindre. En termes de victoire, ils vont gagner suffisamment régulièrement. Place d'honneur, ils en ont plein. Enfin voilà quoi. Bardet et DSM, je pense qu'entre finir 6e et 10e, ils s'en foutent complètement. Et il va courir pour aller gagner des trucs. Si ça peut être le podium, ce sera le podium. Si ça peut être des places d'honneur, ce sera des places d'honneur. Si ça peut être le maillot à poids, ce sera le maillot à poids. Enfin bon, il peut y avoir des choses qu'il aille chercher et je sens bien que cette année, ça pourrait être une année où il aille faire quelque chose. Et puis on verra peut-être s'il nous prépare quelque chose pour l'arrivée au sommet du Puy-de-Dôme, parce qu'il en tout cas parmi les coureurs au départ du Tour de France, je crois que Romain Bardet doit être celui qui l'a monté le plus. Alors personne l'a fait en compétition, parce que ça remonte je crois au début des années 2000 pour les dernières courses amateurs, mais Romain Bardet l'a déjà fait plusieurs fois, il l'a encore refait cette semaine à l'entraînement il me semble. Donc, bon. Oui, je crois qu'il l'a fait hier et qu'il a explosé le Comstrava, si je me trompe pas. Je crois avoir vu passer ça. Et si je peux ajouter quelque chose sur Bardet, autant on peut avoir des incertitudes peut-être sur la Papa Gaudu, autant Bardet, tu sens que c'est la valeur sûre. Tu sens que c'est le mec, comme il le disait, voilà, c'est peu importe l'objectif, que ce soit maillot à poids, victoire d'étape ou général, tu sais que Bardet, il sera là, il va répondre présent et qu'il passera pas le Tour de France à l'anonymat. Alors évidemment, il faut espérer qu'il n'y ait pas de problème de chute, de maladie et compagnie. Mais tu sens que c'est notre valeur sûre française, quoi. Après, on verra à quel niveau il évoluera, mais on sent que voilà, la prépa, elle était plutôt bonne et qu'il monte en pression petit à petit. Il y a eu évidemment ce forfait pour les championnats de France qui peut lui être profitable. Voilà, franchement, c'est une vraie curiosité de voir ce que va faire Romain Bardet sur le prochain tour. Et pas seulement le côté franchouillard, quoi.
Et justement, pour finir sur Romain Bardet, alors j'ai vérifié, en effet, c'est bien, dimanche, il est allé faire une sortie en montant jusqu'au sommet du Puy de Dôme, et il a battu le Comstrava, puisque sur les 4 derniers kilomètres, donc passé la barrière qui était auparavant le péage, il a mis 15 minutes et 27 secondes. Le deuxième meilleur temps, il est Rémi Cavagna qui était en 16 minutes 59. Donc c'est dire l'écart. Bon, après, il y a aussi peu de coureurs, peu de cyclistes qui ont pu faire l'ascension comme ça. Mais en tout cas, déjà, ça peut donner aussi une indication sur le temps d'effort sur les 4 derniers kilomètres. Donc le Strava de Romain Bardet est de 15 minutes 27 sur les 4 derniers kilomètres de la montée du Puy de Dôme. Bon, voilà, du coup, pour finir sur le classement général, on va dire que si on fait le bilan sur les 2 principaux points qu'on va regarder, à savoir la victoire et le podium, au final, c'est quand même assez ouvert. On a la victoire entre Vingegaard et Pogačar, ça reste serré entre les deux. Et pour le podium, pour la 3e place, derrière les 2 derniers vainqueurs du Tour, derrière eux, on a un panel qui est assez ouvert pour la 3e place. Je fais un bon résumé de ce que vous avez dit ? Sur le papier, oui. Mais on sait très bien que le Tour de France est capable de nous réserver des surprises. Donc, wait and see. Voilà, puis de toute façon, on a cité beaucoup de coureurs, il y en a d'autres qu'on n'a pas cités. Hein. On a par exemple Mikel Landa, Simon Yates, Enric Mas, parmi ceux que je m'étais noté notamment. Statistiquement, mathématiquement, on sait qu'il y a forcément au moins un coureur qui vise le général, qui aura un problème, qui ne sera pas là au bout. C'est le Tour de France, il faut s'attendre à tout. Mais bon, en tout cas, il y a de quoi avoir de belles batailles, de belles bagarres. Par rapport à la start list aussi, un point que je viens de noter, enfin je viens de me rendre compte tout de suite, avec la présence d'Egan Bernal, on se retrouve à être un Tour de France où les 3 derniers vainqueurs différents du Tour de France vont être au départ. Et je viens de tilter dessus, donc j'ai absolument pas la stat en tête, mais ça fait un moment que c'était pas arrivé. Oui, ça doit remonter un petit peu. Je sais que je crois que c'était le Tour 2014 où tout le monde disait ouais, on a Contador, Schleck et Froome qui sont là, mais il y avait eu Cadel Evans au milieu. Et Bradley Wiggins aussi. Donc là, ouais, en effet, les 3 derniers vainqueurs, faudra aller rechercher la stat, mais en effet, c'est intéressant. C'est quoi qu'il arrive après 2000, parce qu'il y avait Armstrong, Pantani, Ulrich. Mais depuis, je ne sais pas s'il y a eu un tour où les 3 derniers vainqueurs différents du tour étaient au départ. Bon, en tout cas, c'est suffisamment rare pour être signalé. Et puis, ça montre aussi qu'on a une très grosse start list. On a beaucoup de prétendants en général. Au final, quasiment toutes les équipes mettent leurs meilleurs coureurs sur ce Tour de France. Il y a finalement, on va dire quand même assez peu d'exceptions sur la liste de départ de ce Tour de France. Et juste pour la liste de départ du Tour de France, juste un point qui me vient en tête aussi, on aura un magnifique maillot de champion d'Espagne cette année pour l'intégralité de l'équipe Uno X. À défaut d'avoir le champion d'Espagne Oyer Lascano, Uno X qui arborera un maillot spécial pour le Tour de France aux couleurs du drapeau espagnol. Mais je pense que c'était quand même pas leur objectif premier. Bon, après tout ça, on va passer aux coureurs français. Alors, vous avez déjà évoqué les Français pour le général, avec notamment du David Gaudu, du Romain Bardet. En tout cas, donc, si c'est les 2 qui se dégagent côté français, ça serait qui, au final, le mieux classé au classement général ? Johan ? Sur le papier, pour moi, ça reste Gaudu, qui est celui qui, le dernier temps, a montré le plus de références, qui a une équipe qui est très bien autour de lui, qui, du coup, depuis l'année dernière, a montré il pouvait tenir 3 semaines au plus haut niveau, tout ça. Donc, je pense qu'on peut partir sur Gaudu, tu peux toujours partir sur un Bardet parce que c'est l'expérience. J'ai un peu envie de croire que ça va être Pinot. C'est un top 5 de nulle part et que potentiellement Pinot va être premier français, mais je partirais plus sur Gaudu quand même. Bon, Geoffrey, toi, tu nous avais dit Romain Bardet sur le podium, donc la question déjà répondue, je vais pas te la reposer. Louis, de ton côté, tu avais évoqué David Gaudu, ça serait ton choix numéro 1 du côté du français qui serait le mieux classé au général ? Ah, écoute, s'il arrive à 100%, je pense que c'est le candidat le plus crédible au niveau français, par rapport à ce qu'il a montré notamment l'année dernière. Maintenant, voilà, il y a cette incertitude, c'est ce qui répondra présent à 100% sur les 3 semaines du Tour. Moi, à l'heure actuelle, j'ai pas la réponse,
avec la sortie de Dauphiné qui était pas satisfaisante pour lui et pour tout le monde. Le championnat de France n'a pas rassuré pour toi? Bah si, quand même. Et je pense d'ailleurs qu'il avait besoin d'être assuré, hein, et qu'il s'est aligné sur cette course justement dans un deuxième plan pour ça, montrer qu'il était capable de répondre présent. Et je pense que ça lui redonnait confiance et des garanties sur la forme qu'il allait avoir une semaine plus tard au Pays Basque. Maintenant, on verra, c'est le terrain qui parlera. Bardet, c'est notre valeur sûre, mais un Gaudu à 100% sera pour moi dans tous les cas au-dessus de Bardet. Bon, et après, du coup, derrière Romain Bardet et David Gaudu, quelles espérances on peut avoir sur les autres coureurs français? On a du Thibaut Pinot, on a du Guillaume Martin, on va voir aussi Clément Champoussin. Voilà, je cite plusieurs couleurs. Et on n'oublie pas aussi Julien Lafilippe, hein, évidemment, qui fera son grand retour sur le Tour de France après avoir été absent l'année dernière. Quelles espérances on peut avoir du côté des autres Français derrière Romain Bardet et David Gaudu? Bon, on parlait de Thibaut Pinot. Ça sera intéressant d'ailleurs, bah, pas par rapport notamment à cause de son côté fanatique, on a tous envie d'être derrière lui bien sûr, mais Pinot, il va arriver libéré sur le tour, il est en sortie de Giro, faut-il le rappeler. Euh, et ok, le seul truc qui change, c'est qu'il a un leader qui est David Gaudu, mais par contre, il va courir libéré, voilà, il sait que c'est son dernier tour. Je pense pas qu'il ait de pression de performance à aller chercher la performance, il va se la chercher lui-même et ça sera vraiment intéressant de voir que ça soit si c'est pour des victoires d'étape, pour être un leader numéro 2. C'est les jambes qui parleront, mais le Tour de France de Thibaut Pinot, faut pas s'attendre à ce qu'il le gagne, mais on peut s'attendre à le voir bien performer par rapport à sa fin de Giro qui était plutôt intéressante, où on a senti qu'il finissait bien. Et son championnat de France, c'était d'ailleurs également plutôt une bonne remise en route parce que c'était son premier jour de course depuis le Giro. On a vu que il a quand même fait du bon boulot d'équipier. Bon, ok, au niveau intensité de l'effort, c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, c'était quand même une bonne remise en route et je pense qu'on va avoir quand même du bon Thibaut Pinot. Geoffrey, sur les autres coureurs derrière David Gaudu et Romain Bardet, qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu espères? Thibaut Pinot peut aller faire des choses. Pourquoi pas être dans le coup pour aller chercher le maillot à poids? Ça aurait quand même de la gueule. Parce que le Grand Prix de la montagne sur le Giro, puis sur le Tour, il n'y a pas beaucoup de monde qui a réussi à le faire sur la même année. Et ça serait quand même une liste pas mal à laquelle il viendrait s'ajouter. Je suis curieux de ce que pourrait faire Tony Galopin, vu la forme qu'il vient de montrer sur le championnat de France. Je suis potentiellement curieux de ce que pourrait faire Adrien Petit, mais c'est parce que juste j'adore ce mec. Cofidis, je suis tellement déçu de l'absence de Pierre-Luc Périchon. Donc on va dire pour l'équipe Cofidis, j'attends surtout le Tour de Wallonie pour Pierre-Luc Périchon. Arkea a un beau collectif pour être présent dans beaucoup d'étapes pour Baroudeur. Et je serais presque surpris s'il ne se retrouve pas à être en mesure d'en gagner une sur l'ensemble. Mais comme Champoussin ou Barguil ont de quoi aller en gagner une. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre comme spectacle après sur les Français? Total Energy, Pierre Latour, les descentes en haute montagne, ça va être du grand entertainment, hein. Il s'est préparé à ça sur le circuit de Cassel en étant distancé de l'échappée dans les descentes. Sinon, après, c'est un point un peu facile, mais Rémi Cavagna qui est leader du chrono intermédiaire sur un contre-la-montre. Alors, il y en a qu'un seul de contre-la-montre, hein, donc le choix est Oui, vite fait. voilà, et de points intermédiaires, il n'y en a pas beaucoup non plus, mais ça pourrait le faire, quitte à rester avec un petit peu de blague sur les points faibles de quelques-uns de nos Français. Chez Soudal Quickstep, j'attends pas grand-chose de Julien Alaphilippe, malheureusement pour lui. AG2R, dans la chasse aux étapes, ils ont un bel effectif quand même. Est-ce qu'Aurélien Paré-Printre pourrait aller faire quelque chose dans de la moyenne montagne? Nance Peter s'est montré en grande forme là. Benoît Cosnefroy, un peu décevant pour le moment. Mais qui sort là d'un championnat de France où il a été assez actif, hein, donc on verra peut-être enfin réussir à montrer quelque chose concrètement sur un Tour de France, hein. Pour l'instant, ça avait été assez compliqué pour lui. Mais sur l'ensemble de sa saison, malheureusement, Benoît Cosnefroy, qui est un coureur que j'adore et j'aurais tellement aimé qu'il ait
un meilleur début de saison qu'un podium d'étape aux 4 jours de Dunkerque et à la Flèche Brabançonne. Parce que, sauf si j'oublie quelque chose, il n'a pas fait mieux. Me semble pas, non. Et alors, il s'était montré sur le Tour des Flandres, mais ça reste, je crois, top 15 ou 16e place. Hein. Ouais, mais le cyclisme français est plus là où il était il y a 15 ans, et Benoît Cosnefroy est plus juste le grand espoir qu'il était il y a 6 ou 7 ans. Se montrer sur une course, être offensif, enfin, on attend plus maintenant. Et il a déjà gagné des belles victoires, et j'aurais tellement aimé me dire que c'est un candidat sérieux à une belle victoire d'étape sur le Tour de France, mais vu ce qu'il a fait cette année, pour le moment, malheureusement, il n'y a pas de quoi avoir cette perspective en vue de ce qui va suivre. J'aimerais tellement qu'il me fasse mentir et que dans une semaine, on se rende compte qu'il en a déjà gagné une. Ah bah... On lui souhaite, évidemment. Hein, puis, Mais franchement, Benoît Cosnefroy qui se montre parmi les meilleurs punchers dans la première étape au Pays Basque et qui sort du premier week-end en jaune, je prends tellement, mais malheureusement, là, j'y crois pas vraiment. Ouais, ça risque d'être des montées un peu longues hein, pour lui, qui est plus amateur de montées courtes, un peu dans le style de l'Amstel Gold Race notamment. C'est pas forcément le genre d'étape qu'on a sur ce Tour de France. Après, Bah, la première, la côte, elle fait quand même, elle fait 2 km à 10%, mais il pourrait, quoi. Oui, voilà, il faudra voir. Ça restera ouvert. Après aussi, hein, pour compléter, chez AG2R Citroën, on n'oubliera pas non plus également Ben O'Connor, qui reviendra jouer un classement général, peut-être un top 5, lui qui avait été 4ème en 2021 et qui avait dû abandonner l'année dernière, avec notamment Félix Gall à ses côtés, qui sort d'un très beau Tour de Suisse. Voilà donc pour AG2R Citroën, sachant que c'est la seule des équipes françaises qui vient avec un leader principal qui n'est pas français, avec également Cofidis qui a Yonis Aguirre. On n'oublie pas Total Energy qui a Peter Sagan, mais Peter Sagan n'est plus le Peter Sagan qu'il était auparavant. Voilà donc pour le panorama de nos équipes françaises. Puis là je vois la liste, on a aussi Luca Mozzato chez RK Samsic, mais pas forcément sûr qu'il soit en mesure d'aller chercher une étape au sprint. Johan, pour compléter le panorama qu'a brossé Geoffrey, qui a brossé très large, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, quelque chose sur lequel tu n'es pas d'accord hein? Il est passé quand même très très vite sur Cofidis, alors que Cofidis est quand même vachement, enfin, c'est quand même une composition d'équipe vachement chouette. On a vu Guillaume Martin très en forme sur le Dauphiné. Zingle, tout le monde avait envie de le voir sur le Tour. Cocard, c'est toujours assez intéressant sur le Tour, ça marche toujours assez bien. Victor Lafay, c'est un peu l'inconnu, mais c'est un coureur qui est intéressant du coup. Parce qu'on dit tout d'un coup, il peut être au niveau des meilleurs sur des côtes, sur des arrivées de puncher. Donc il y a quand même un bel effectif qui, je pense, va être une équipe plus intéressante à suivre, beaucoup plus qu'une équipe Parka, qui je trouve est vraiment une tête d'équipe invidée, quoi. C'est pas d'une équipe pour Tour qui viendrait pour exister dans la course. Là, ils vont faire des échappées. Peut-être que Barguil va être très en forme et qu'il va jouer des victoires d'étape, mais donc toi t'as des bonnes attentes envers Cofidis et ça peut jouer une victoire d'étape sans problème. Justement, cette victoire d'étape, ça va faire quand même 15 ans maintenant que ça leur suit. Quoi. La gagne jamais, mais ils vont faire des podiums. Oui, on rappelle un Cofidis qui n'a pas gagné d'étape sur le Tour de France depuis Sylvain Chavanel en 2008. Johan, dernier mot pour finir concernant les Français, les équipes françaises. Et il y a deux absences qu'on peut regretter ou pas. Après, il y a la Groupama qui a pas pris Desmar, qui est un choix qui peut se défendre ou pas. Après, c'est pas forcément la question, mais en tout cas, qui va faire qu'il manquera potentiellement un coureur français qui aurait pu jouer les sprints face aux meilleurs mondiaux. Et AG2R qui a pas pris Godon parce que, je sais pas, ils aiment pas prendre leur meilleur coureur, en fait. Oui, c'est deux décisions qui ont fait réagir à des degrés différents. Arnaud Desmar, c'était lorsqu'on était au moment du Tour de Suisse, où on a appris qu'il n'était pas sélectionné et qu'en plus de cela, il allait quitter l'équipe Groupama FDJ à la fin de la saison. Donc ça faisait quand même deux annonces coup sur coup assez marquantes. Alors qu'il commençait à bien revenir, Arnaud Desmar, hein, sur les derniers sprints qui précédaient. Et aussi Dorian Godon qui sort d'une bonne saison hein, pour l'instant, qui ne fait pas partie des 8 coureurs sélectionnés par AG2R Citroën pour le Tour de France. C'est la plus grosse victoire AG2R de l'année, mais C'était sur la Flèche Brabançonne ? Ouais.
Voilà, donc en tout cas pour les équipes françaises et un peu les deux qu'il faut réagir. Bon, c'est peut-être plus Arnaud Démarre qui a fait réagir, Geoffrey, justement, l'absence d'Arnaud Démarre. Non. La grosse absence française sur le Tour de France, ça reste Pierre-Luc Périchon. Voilà, on finira là-dessus, la mascotte du groupe Eto. Pierre-Luc Périchon, qui pour l'instant... Arnaud Démarre, clairement, en plus, sur une année où le Tour de France, il y a pas mal d'étapes pour sprinters cette année. Ils n'ont pas intérêt à souper en montagne, groupe FDJ. S'ils finissent le Tour avec Gaudu qui finit 9e et avec 0 victoire d'étape sur l'ensemble... Ouais, il pourrait y avoir des critiques relativement violentes sur le choix de la composition et elles seront a priori justifiées. Ouais, voilà, il y aurait du monde dans le cas échéant pour faire remarquer que vous n'avez pas pris Arnaud Démarre, hein. Il aurait pu aller chercher la victoire qui vous manquait. Bon, voilà. Justement, on parlait des sprinters. Un petit mot avant de terminer ce podcast sur les sprinters qui seront au départ de ce Tour de France. Alors je veux pas tous les citer, je vais vous laisser justement sortir le ou les coureurs qui se détacheraient en termes dans la hiérarchie. Est-ce que justement il y a un coureur, un, deux, trois coureurs qui pour vous partent vraiment favoris pour disputer les sprints de ce Tour de France? Philipsen. Jasper Philipsen qui avait gagné 2 étapes l'année dernière à Carcassonne et sur les Champs-Élysées, donc justement c'est le dernier sprinter à avoir gagné en date sur le Tour de France. Il vient de regagner sur le Tour de Belgique en plus, il a gagné à l'Afstedenronde, à Bruges. Il a fait une belle saison des classiques avant. Il fait vraiment une bonne saison. Il a de quoi enchaîner sur le Tour avec une équipe Alpecin Deceuninck qui est là pour venir gagner des étapes en plus. Oui, ça, concrètement, ils n'ont pas de grimpeur, donc c'est objectif étape à 100%, comme ils l'ont toujours montré, et pour l'instant, toujours réussi sur leurs 3 participations. Johan, de ton côté, pour le côté sprinter, il y a Jasper Philipsen également? Je pense que Philipsen, c'est le sprinter le plus en vue. Après, forcément, on est obligé de penser à Jakobsen, avec notamment une équipe Quick-Step qui vient aussi très autour de lui. Là, c'est vraiment le retour de l'équipe Quick-Step à l'ancienne avec 7 coureurs pour faire le train, et puis t'as Julien Lafilippe qui se balade un peu à côté, quoi. Donc forcément, tu penses à eux pour essayer d'aller gagner des étapes aussi, même si forcément, quand t'as Mathieu Van Der Poel qui débarre au kilomètre pour mettre son équipe devant, faut tenir le choc, quoi. Mais Jakobsen, c'est quand même un des sprinters références des dernières années, donc on est obligé de penser à lui. Et Louis, pour compléter, qu'est-ce que tu citerais en favori pour les sprints? Alors, il y a 2 noms qu'on pourrait ajouter pour faire un quatuor magique, si on veut, des sprinters favoris. Ce serait donc Caleb Ewan et Dylan Groenewegen. Mais il y a un nom qui me plaît bien et que c'est le mec que je vois, qui sera certainement rapide et que je vois bien profiter d'un sprint un peu sale où il y a des chutes, des mecs qui sont pris dans des cassures et qui peut tirer son épingle du jeu, c'est Jordi Meeus. Avec un Danny Van Poppel en feu pour le lancer, je me dis que sur un très bon concours de circonstances et parce qu'il est quand même fort, tu vois, un peu à la manière, si tu veux, d'un Démarre quand il gagne son étape en 2017. Où le mec va faire parler sa pointe de vitesse et il va se retrouver au bon endroit au bon moment et pouvoir gagner sa victoire d'étape alors qu'on s'y attendait pas forcément. Moi, je vois bien Meeus dans ce genre de scénario-là. Bon, pour finir après le panorama des sprinters, on a aussi Mats Pedersen, pourquoi pas, qui pourrait avoir aussi sa carte à jouer. Tu citais Caleb Ewan à titre personnel, j'aurais plutôt tendance à faire confiance à Pedersen qu'à Caleb Ewan. Surtout qu'un Pedersen a le côté vraiment complet, capable peut-être un peu plus de résister que les autres à la montagne et aller chercher des sprints en 3e semaine. On a l'étape, dans les 2 étapes entre les Alpes et les Vosges, j'ai plus le nom de l'arrivée, pas celle de Bourg-en-Bresse, la suivante. Moire en Poligny. montagne. Non, pardon, Poligny. Oui, Moire en montagne jusque Poligny. Voilà. J'avais la ville de départ. Hein. C'est ça. Ça peut être tellement un bordel comme on avait eu en 2020 après la montagne, où des gaziers vont se tirer la bourre pendant 1h30, 2 heures en début de journée, alors que tout le monde a envie de récupérer avant l'étape de montagne qui va suivre, où il va chercher le maillot vert. Typiquement, il a ce côté complet beaucoup plus que les autres coureurs qu'on vient de citer jusque-là et qui pourrait lui permettre d'aller chercher le maillot vert, selon bien sûr
Bon, ils ont envie. L'ambition qu'auraient des coureurs comme Wout van Aert pour ça. Oui, voilà, faut pas oublier là, un Wout van Aert pour les sprints et le maillot vert. On sait que Van Aert, s'il va au bout de ce Tour de France, parce qu'il a annoncé qu'il y avait la possibilité qu'il n'aille pas au bout si sa femme doit accoucher de leur deuxième enfant, et ben, qu'ils doivent abandonner le Tour de France. Forcément, on sait que s'il va au bout, c'est un prétendant naturel au maillot vert. Donc voilà, c'est ça. Puis, faudra prendre en compte. Et il y a d'autres coureurs qui pourraient venir faire une surprise sur quelque chose en costaud avec un peu d'expérience. Christophe, plus pour le placement, j'y crois pas pour la gagne. Girmay, pourquoi pas. Brian Cocard à Limoges dans un sprint un peu désorganisé. Ce serait tellement une belle histoire 7 ans après la photo finish. Pour prendre la revanche à Limoges. Face à Kittel. Puis après, quitte à citer aussi plein de coureurs, on a aussi Mark Cavendish que beaucoup de monde va attendre de savoir est-ce qu'il va prendre la 35e victoire ou pas avant de prendre sa retraite. Il a le malus Astana. Mark Cavendish, il semble plus être un candidat à la lanterne rouge qu'à une nouvelle victoire d'étape. Faudra voir. Il est sorti du Giro avec une victoire d'étape. Ils ont recruté Mark Renshaw dans le staff pour préparer les sprints. Donc, je ne dis pas non. Je vais pas dire que Cavendish ne gagnera pas l'étape. On verra. Alors, c'est sûr qu'il part pas favori. Mais il y a moyen. Mais cette équipe Astana, quand même, Cavendish, Lutsenko, Luis Leon Sanchez, t'as l'impression d'être revenu sur le Tour de France 2008. Alors, Lutsenko en 2008, non, quand même pas. Mais oui, Sanchez et Cavendish, ça fait un moment qu'on les voit. 2014, si tu veux. Ouais, non, c'est sûr. Qui ça? Christophe Laporte, qu'on a vu gagner sur le Dauphiné, qui aura peut-être des opportunités pour aller faire ses sprints tout seul de temps en temps. Voilà, bon, ça dépendra aussi de Wout van Aert, en partie, mais ça pourra peut-être être intéressant. Peut-être qu'il viendra nous sauver le compteur de victoire français sur une fin de Tour de France, un final un peu atypique, comme il avait fait l'année dernière. On verra. En tout cas, donc, faut pas l'oublier non plus, bien évidemment, Christophe Laporte. Bon, avec tout ça, on avait beaucoup de choses à dire. On va arriver à la fin de ce podcast. Avant de finir, je vous ai juste prévu quelques petits pronos bonus, un peu comme on avait fait pour le Giro. Alors, la question, qui va gagner le Tour de France? Eh bien, je vous l'ai déjà posée, donc je vais pas vous la reposer. Par contre, j'ai quelques petites questions. Déjà, la même que pour le Giro. On a cette fois 3 coureurs qui peuvent, s'ils gagnent une étape, accomplir la trilogie des victoires sur les 3 grands tours, c'est à savoir Nikias Arndt, Richard Carapaz et Mikel Landa. Selon vous, qui va y arriver? Personne. Louis? J'allais dire aucun des 3, mais bon, je vais en choisir un et du coup, je vais dire Carapaz. Et Johan? Moi, du coup, je vais choisir Mikel Landa. Bon, bah, du coup... Personne n'y croit. Ça sera Nikias Arndt. Voilà, Nikias Arndt, personne n'y croit et à tous les coups, ça sera lui, évidemment. On va taper juste. Deuxième question, prono, le maillot à pois, ça sera pour un coureur du général ou pour un baroudeur? Le port du maillot à pois ou le gain du Grand Prix de la montagne? Le vainqueur du classement de la montagne, hein. Je dis le maillot à pois par Je pense que ça sera Les points, ils sont doublés à quel endroit par le col de la Loze? Alors, faudrait que j'aille retrouver le règlement. Mais pendant ce temps-là, je vais laisser Johan répondre. Ils ont réduit, je crois, les doublements de côte et ils sont calmés là-dessus, je crois. Et moi, je vais te dire plutôt un baroudeur parce qu'il y aura moins le risque ou d'abandon Covid, ce genre de choses. Parce qu'avec le protocole, et typiquement, un Barguil qui fait des étapes monstrueuses dans les Alpes, je pense qu'il est capable d'aller au bout cette année et de finir maillot à pois. Je suis pas sûr qu'on aura à se retrouver avec des Geschke qui jouent le maillot à pois. Je pense qu'il y aura comme des baroudeurs un peu plus costauds en montagne qui pourront résister au leader. Alors du coup, Geoffrey, je suis allé vérifier sur le règlement du Tour de France. Donc les points attribués seront doublés au passage du col de la Loze, le plus haut sommet du Tour de France 2023, et donc seulement au sommet du col de la Loze, qui attribuera donc 40 points, contre seulement 20 pour les autres cols hors catégorie. Et bah du coup, un coureur du général. Et Louis? Moi, je dirais plutôt un baroudeur. Voilà, on a de tout, c'est très bien, parfait. Troisième question, combien de victoires d'étape en échappée? On se souvient que Johan avait visé large, mais même pas suffisant sur le Giro. Allez, qui veut se lancer? Allez, Louis? Je t'avoue que j'ai pas vraiment un chiffre précis, mais je pense qu'en vrai, il y en aura pas mal. Allez, je vais dire 8.
Je pense que ce sera déjà pas mal. Oh, ambitieux. Johan, est-ce que t'es aussi ambitieux que pour le Giro? 6. 6? Je pense que ça contrôlera quand même beaucoup plus que sur le Giro. Et Geoffrey, pour terminer? J'allais dire 4. Bon voilà, donc on reste sur des chiffres pairs, c'est très bien. Et donc évidemment, ça sera donc un final de 7 victoires d'étape pour les échappés, un chiffre impair évidemment. Avant-dernière question, prono, qui sera le super combatif du Tour de France? Donc là aussi on va vraiment chercher loin, précis, mais c'est ça qui est rigolo aussi, qui sera le super combatif. Donc là faut vraiment aller chercher un nom, un coureur qui va se montrer dans des échappées, qui va être bien présent. Ah si, je sais, ça va être le prix foireux, c'est Thibaut Pinot. Ouais, j'allais dire pareil. C'est ce que j'allais dire également. Pas celui qu'on va voir le plus, mais il va faire 3 belles étapes, 3 belles échappées en haute montagne. Il va manquer une victoire d'étape de peu, et du coup, pouf, on va lui donner ce prix-là par compensation. Donc on a un plébiscite sur Thibaut Pinot, super combatif là déjà. Très bien. Et pour finir, qui sera la surprise du Tour de France? Le coureur qu'on n'attend pas forcément, qui va se révéler, ça peut être sur plein de points, pour aller une victoire d'étape, pour le classement général, que ce soit en montagne, en tant qu'équipier, dans les sprints, il y a plein de domaines possibles, hein. Je demande juste un coureur comme ça qui serait surprise. Et là évidemment je brode, hein, pour vous laisser chercher, évidemment. Geoffrey, est-ce que t'as arrivé à faire un choix? Anton Charmig. Anton Charmig, Anton Charmig, bon grimpeur de la Ono X, 15e du Tour d'Algarve. Je m'attendais un petit peu mieux, mais il avait fait une saison 2022 un peu meilleure. C'est pour ça que je le mets en surprise, parce que quitte à mettre un Ono X, il y en a d'autres sur d'autres terrains qu'on pouvait attendre un peu plus. Thorsten Tren a fait un bon Dauphiné, mais... Et il y a évidemment aussi Tobias Johannessen qu'on attend, hein, l'ancien vainqueur du Tour de l'Avenir. Donc voilà. C'est ça, voilà. Alors qu'Anton Charmig, c'est pas nécessairement celui qu'on attend le plus là-dedans. Et sinon, quitte à mettre un autre nom pour varier un peu, Corbin Strong, parce que cyclisme sur piste. Évidemment. Voilà, il fallait bien y arriver un moment dans ce podcast. Louis? Allez, Lars Vandenberg. C'est la grosse surprise de la compo pour ma FDJ, alors je me dis, autant qu'ils surprennent tout le monde et on sait pas ce qu'il va nous réserver. Tant qu'à faire, autant y aller à fond, hein, pour exactement. Lars Vandenberg, qu'on avait vu récemment, notamment finir 2e de la dernière étape de la route d'Occitanie. Il avait été battu par Simon Carr à Saint-Giron. Johan, pour terminer, la surprise pour toi qui viendrait comme ça sur ce Tour de France? Je sais pas si ça serait une surprise du coup, mais Felipe, ça peut être un peu le mec qui va surprendre le grand public, je pense, potentiellement. Sinon, j'ai envie de dire un des jeunes de la DSM, parce que il y a trop de monde là pour pas qu'il y en a qui fait pas. Donc j'ai envie de dire Kevin Vermaak, l'américain, comme son nom ne le montre pas, qui a fini plutôt bien le Tour de Suisse et qui, je sais pas, il y a des jeunes grimpeurs de la DSM qui se trouvent avec Bardet jouer avec les meilleurs. Ça peut être intéressant, et quitte à citer aussi un résultat marquant pour Kevin Vermaak, c'était la 8e place en début de saison sur le Tour de San Juan. Bon, Tour de San Juan, on va pas non plus dire que c'est représentatif du Tour de France, mais voilà, donc pour le principal résultat cette saison de Kevin Vermaak, qui fait partie des jeunes de la DSM, qui cette année ont 3 coureurs éligibles au classement des jeunes de moins de 25 ans. Donc. Pas de prono pour le meilleur jeune. Ah, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire un prono pour le classement du meilleur jeune, sachant qu'on a Tadej Pogačar? Voilà, il est bien parti en tout cas pour aller battre le record du nombre de maillots blancs, en tout cas. Sachant que ça sera sa dernière année où il pourra aller chercher le classement du meilleur jeune. Bon voilà, avec tout ça, on va arriver à la fin de ce podcast. On avait évidemment beaucoup de choses à dire. On n'a pas pu tout dire, mais on y reviendra les prochaines fois, puisqu'on se retrouvera bien évidemment, comme on le fait traditionnellement, à chaque journée de repos pour un live, pour échanger, discuter tous ensemble, faire le bilan de chaque semaine. Donc voilà, évidemment déjà merci Geoffrey, Johan et Louis d'avoir été en ma compagnie pour ce podcast de présentation du Tour de France. Merci à vous également qui nous avez écoutés pour ce podcast. On se donne donc, comme je vous l'ai dit, rendez-vous dans une dizaine de jours, le lundi
lundi en 10, on va dire comme ça, je sais pas la date. J'allais dire le lundi au soleil, mais... D'ailleurs, lundi 10. Lundi 10, c'est parfait, voilà. Et peut-être lundi au soleil, on l'espère. Donc voilà pour le prochain Chasse-Patate qui sera donc en direct sur YouTube. Et donc en attendant, bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-Patate.